Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission, vous le savez, est en direct chaque dimanche à partir de 11 h. Elle permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard critique sur cette même actualité à travers des analyses, des commentaires, des décryptages. Alors, ce dimanche, 4 sujets nous intéressent. Il s'agit donc du dialogue politique entre le président du Faso, l'opposition politique et la majorité. Nous parlerons également de la conférence de presse de la coalition des syndicats de la fonction publique sur la réforme du système de rémunération des agents publics. Nous dirons un mot sur la fermeture des écoles au Sahel et au Nord, une situation due à la menace terroriste dans ces deux régions. Et enfin, nous parlerons en page internationale de Cuba, donc avec, on peut dire, donc, la page de Castro donc, qui est tournée dans ce pays. Alors, autour de la table, 4 invités, 4 confrères de la presse nationale. Nous avons avec nous Dabadi Zumbara du journal Le Pays. Bonjour. Bonjour, M. Sagnon. Nous avons également Gabriel Kunjoro Kambou de Afrique Femme TV. Bonjour. Bonjour. Avec nous, Abdou Zouré de Burkina 24. Bonjour. Bonjour. Nous avons également avec nous Ladji Bama du journal Le Reporter. Bonjour. Bonjour, Sagnon. Merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous le savez, le 19 et 20 avril dernier, le président du Faso a rencontré d'abord l'opposition politique et après la majorité. Ce dialogue politique donc a concerné 2 principaux sujets. Il s'agit donc de l'adoption de la nouvelle constitution et du vote des Burkinabés de l'extérieur. C'est une actualité donc que vous avez suivie. Alors, pour commencer, quelle appréciation vous faites déjà donc de cette concertation des acteurs politiques voulue par le président du Faso sur des sujets d'intérêt national? Ladji Bama. Je crois que on a toujours dit, hein, c'est des marches qui sont toujours salutaires, que les principales partis, je veux dire, la majorité, l'opposition, le président du Faso se concertent pour s'accorder sur les questions importantes de la vie de la nation. Je crois qu'on peut toujours, on ne peut qu'apprécier ça toujours positivement, parce qu'on a toujours dit, c'est dans le dialogue qu'on a toujours à construire quelque chose de positif, de durable pour un pays. Donc à ce niveau, je crois qu'il n'y a pas de débat. C'est toujours bon que les uns et les autres se rencontrent de façon périodique pour en tout cas partager les points de vue sur les questions en tout cas brûlantes de l'heure. Voilà. Oui, alors Zumbara, un mot sur donc, ce dialogue. Oui, non, je pense que c'est une initiative qu'il faut saluer et encourager. Je pense que le pouvoir a fait preuve de sagesse en privilégiant la voie du dialogue et de la concertation autour des questions aussi importantes. Sous d'autres cieux, peut-être que le sauce serait passé autrement. Le pouvoir aurait pu passer par la voie qui l'arrange, sans effectivement aucune forme de concertation. Et en la matière, les exemples sont légion. Vous avez par exemple le cas de l'Ouganda avec Yoweri Museveni, où il s'est taillé la constitution pour se maintenir au pouvoir à vie. Vous avez le cas également de Congo, Brazza, où Denis Sassou Nguesso s'est taillé également une constitution à sa taille, et pour les mêmes raisons. Et vous avez plus proche de nous le cas de la Côte d'Ivoire, où malgré la clameur générale, la résistance de l'opposition, le pouvoir a effectivement tout fait pour adopter la nouvelle constitution et pour voilà, asseoir effectivement des mécanismes qu'il désirait. Alors donc je pense que c'est une belle initiative et
vous le savez très bien, il est des notoriétés publiques que les crises politiques qui naissent et qui secouent généralement le continent noir, naissent à partir justement de questions liées au vote et à l'adoption de constitutions. Donc, travailler à ce qu'il y ait un consensus autour de ces questions majeures, à mon avis, c'est prévenir d'éventuelles crises. Et je trouve que ça, c'est une clairvoyance, c'est de la prévoyance que le pouvoir fait. Et je pense que le Burkina en a besoin, parce qu'il faut le reconnaître, nous venons de loin et je pense que nous n'avons pas besoin d'une nouvelle crise, hein, parce qu'on n'a pas fini de penser les plaies des crises précédentes. Donc c'est une initiative qu'il faut vraiment encourager, pour peu que ces concertations-là aboutissent vraiment à une solution, j'allais dire, acceptée par l'ensemble. Par l'ensemble, en tout cas, des acteurs politiques. Oui, Ange Gabriel. Oui, je pense que quand deux personnes se parlent, c'est toujours bien. Surtout quand c'est de façon directe que les acteurs se parlent, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, ce que nous autres nous attendons, c'est la sincérité du dialogue. Parce qu'il ne sert à rien de faire un concert devant les journalistes et devant l'opinion publique pour savoir déjà ce qu'on veut et que, bon, après avoir rencontré les acteurs, on fait ce qu'on avait voulu faire. Donc, je pense qu'il faut être sincère dans le dialogue, aussi bien la majorité que l'opposition. Il faut que les gens, quand ils vont à ce genre de dialogue, pensent plus à l'intérêt national qu'aux intérêts politiques, ainsi de suite, que chacun essaie déjà de calculer comment je peux faire pour avoir plus de voix à la prochaine élection. Donc je pense que c'est une question qui concerne vraiment la vie de la nation. Il est question du vote des Burkinabés de l'extérieur. Je pense que c'est des promesses qui ont été faites depuis des années. Roch est arrivé, le président Roch est arrivé aussi, il a fait cette promesse et à l'approche de l'échéance, on s'inquiétait vraiment que cette promesse ne soit pas tenue. Et bon, maintenant que les concertations ont commencé, on espère que les choses vont s'arranger et que en 2020, nos frères et sœurs qui vivent à l'extérieur du pays puissent aussi participer à l'élection. Et donc, pour cela, c'est tous les acteurs qui doivent travailler en sorte que nous puissions arriver donc à ces résultats. Et par rapport donc à la nouvelle constitution, il est essentiel aussi que les uns et les autres se parlent sincèrement, mais que ce dialogue ne se limite pas uniquement à l'opposition, à la majorité. Je pense que nous avons d'autres couches socio-professionnelles dans notre pays et donc il est bien que tout le monde soit d'accord. Je pense que ça avait été fait avec les rencontres régionales, ainsi de suite, pour recueillir les avis des uns et des autres. Le projet aussi de constitution. Voilà. Donc on ne peut pas avoir 100% de voilà, on peut pas avoir 100% de personnes qui sont d'accord, mais si nous avons la majorité, la plupart des gens se sont sentis concertés, même si vous n'êtes pas d'accord avec mon idée, mais à partir du moment où vous m'avez concerté, il y a une part de satisfaction, en tout cas, qui permet de faire en sorte que la paix puisse régner dans notre pays. Ok, alors dans le fond maintenant, on voit que le projet de constitution a déjà été rédigé et remis donc au président du Faso. Il reste maintenant le mode, c'est-à-dire d'adoption donc de cette constitution. Alors il y a deux options, hein, soit par l'Assemblée nationale ou soit par l'organisation d'un référendum. Et là-dessus donc il y a les avis sont moi je partagés. pense, pour donner mon avis avant que la parole ne circule, moi par principe je suis pour le référendum. Pourquoi? Parce que les hommes politiques ne sont pas des gens de confiance. Demain, vous allez avoir des gens qui vont venir dire non, cette constitution a été adoptée par l'Assemblée nationale, elle n'a pas la même valeur que celle-là qui avait été adoptée par un référendum. On va rentrer dans des débats de droit, de légitimité, voilà, et ça va poser problème. Pour moi, si on a la possibilité de faire en sorte que ce soit les citoyens qui se prononcent, qu'on le fasse. C'est vrai que ça va coûter de l'argent, mais bon, nous avons dit que nous sommes en démocratie, il faut y mettre les moyens. Pour moi, je le dis pour éviter que demain, quelqu'un vienne dire que, comme la Constitution a été adoptée par l'Assemblée nationale, là, elle n'a pas la même valeur que la Constitution de 91. Donc c'est vraiment juste pour éviter ces débats de demain-là, qu'un homme politique puisse profiter de ça pour remettre en cause ce que nous avons. Oui, Zouré, est-ce que vous partagez l'avis de Kambou sur cet aspect? Il faut aller à un référendum et non pas passer par l'Assemblée nationale pour adopter donc cette nouvelle constitution? Oui, je crois que l'une des principales raisons qui
qui ont entraîné l'insurrection populaire, c'est bien cette constitution-là. Donc, il n'est pas normal, enfin, à mon avis, hein, il n'est pas adaptable, en tout cas assez normal que ce soit le Parlement seulement qui décide de l'adoption de cette constitution-là. Donc, j'estime qu'il faut peut-être passer par la voie référendaire. Ça va coûter de l'argent, ça va certainement poser d'autres questions pratiques comme la question du fichier électoral qu'il faut mettre à jour et tout. Mais je pense que pour une constitution aussi importante, pour des questions aussi importantes qui sont abordées, une constitution qui constitue un nouveau virage pour le Burkina Faso, il est important que tous les citoyens se sentent concernés par l'adoption de cette constitution-là. Oui, mais il y a des arguments qui sont opposables plutôt. Hein. Il y a d'autres qui disent à partir du moment où c'est l'ensemble des acteurs politiques, de la classe, l'ensemble des forces vives, comme on les appelle, hein, alors, qui a participé à la rédaction de cette constitution, est-ce qu'il faut peut-être poser la question de savoir qui a désigné ces acteurs-là en question. Quelle est la base populaire de désignation de ces acteurs-là? Moi, personnellement, je ne me sens pas concerné par ceux qui ont participé. Pour moi, c'est des experts, peut-être des gens qui ont certaines données, certaines notions sur des questions juridiques, qui ont participé à la rédaction, mais la symbolique de la Constitution, il faut que moi aussi j'y participe à son adoption ou pas. Donc, c'est vrai, la Constitution est déjà rédigée par des gens qui s'y connaissent, mais j'estime que la population burkinabé, le peuple burkinabé a le droit de décider si oui ou non il accepte cette mouture qui a été proposée. D'accord, oui. Bama? Non, moi, sur cette question, je pense que le plus important n'est pas au niveau du mode d'adoption, hein, c'est mon avis, c'est personnel. Parce que moi, je pense que le plus important, c'est là où on a arrêté ce qu'on mettait dans la Constitution. À partir du moment où on a déjà mis le contenu, si c'est pour le mode d'adoption, là, moi, je ne vois pas vraiment danger à ce niveau-là. Parce que surtout, en Afrique, chez nous, ici, ce qui représente un vote, moi, je ne vois pas. Sur la population, avec ce niveau de culture politique, ça représente quoi exactement? Et quand tu mets ça dans la balance avec ce que ça peut coûter comme argent, moi je trouve que, bon, c'est vrai, Zouré l'a dit, c'est la symbolique, mais moi je pense qu'on peut aller au-delà de cette symbolique-là. Si on est tous d'accord que ce qui est dans la Constitution, chacun se retrouve dedans, que l'Assemblée l'adopte ou pas, bon, moi je ne vois pas trop de... Moi je pense que le plus important, c'est ce qu'on devait mettre dedans. Si tout le monde est d'accord sur ça, au lieu de prendre combien de milliards encore pour faire un référendum pour pouvoir adopter ça, on peut éjecter ces milliards-là ailleurs et puis avancer, quoi. Mais c'est un avis personnel. Oh, oui. Je suis presque du même avis que lui, hein, parce que pour moi, le plus important ici, c'est vraiment le contenu. Et dans la mesure où le contenu est plus ou moins connu par l'ensemble des Burkinabés, parce que les travaux, effectivement, ont nécessité quand même une large concertation. Il y a eu l'étape des régions. Ils sont même allés carrément à l'étranger rencontrer les Burkinabés qui vivent à l'extérieur. Donc, je pense qu'on est même allé plus loin que la Constitution de 1991, si vous me permettez. Donc, je pense qu'à moins qu'on ne dise que nos députés ne sont pas légitimes, sinon, je ne vois pas pourquoi il faut forcément encore aller à un référendum qui, effectivement, va encore nous faire dépenser des milliards. Alors qu'ici, il y a quand même eu un large consensus autour de la question. Beaucoup de gens ont participé. Il y a eu des amendements qui ont été faits au niveau des régions et qui ont été pris en compte. Donc, au finish, aujourd'hui, moi, je me dis que c'est une question beaucoup plus de forme vraiment que de fond. Et donc, je pense qu'on peut faire l'économie, effectivement, en faisant adopter cette constitution-là par l'Assemblée. Sinon, c'est vrai, les arguments que certains avancent, parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée, on sait que c'est le pouvoir qui est au pouvoir, et le parti qui est au pouvoir qui est majoritaire. Et certains pourraient dire, bon, écoutez, parce que le pouvoir avait la majorité, donc il a fait adopter la constitution. Mais je ne pense pas que ça soit dans le même contexte, parce que généralement ce qui crée des difficultés, c'est quoi? C'est même d'abord l'élaboration, le contenu, comme il a dit. Les constitutions dont l'adoption a créé des problèmes ailleurs, c'est parce que les gens n'étaient pas d'accord avec le contenu. Le président qui est au pouvoir veut se maintenir coûte que coûte, donc il modifie un article, il l'arrange, et c'est ça, le peuple n'est pas d'accord. Sinon, si c'est le oui ou non, ça m'étonnerait. Moi, je pense que la question de représentativité. Je pense que les députés de la législature de 2012 étaient légitimes. Hein. Ils avaient été votés par le peuple. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient nous faire? Si on avait laissé faire,
on n'aurait pas eu ce qu'on a connu en 2014. Oui, la loi, je veux dire, c'est pour dire, bien sûr, mais c'est pour dire que quand on dit que les députés nous représentent, bon, ça c'est le droit, ça c'est la loi qui le dit. Mais dans les faits, nous savons que ceux-là qui vont voter, combien de gens vont consulter leur base avant d'aller voter une loi? Combien même de députés vont faire savoir à leur peuple, à leurs électeurs, par exemple, telle loi que nous voulons adopter, voilà ce que ça implique, voilà la responsabilité que ça va vous demander désormais, voici les avantages aussi pour vous, ainsi de suite. Combien de députés le font avant d'aller voter? Les gens regardent d'abord, regardez comment on vote les lois à l'Assemblée. Les gens regardent jusqu'à aujourd'hui, les gens regardent qui a voté quoi et puis ils lèvent le doigt. Donc moi, quand on dit que bon, ces gens-là nous représentent, c'est vrai. Mais moi, je dis, c'est pas obligatoirement pour une question fondamentale de ce type. Moi, je pense qu'on est en démocratie, il faut le faire. Même quand on dit qu'il faut prendre cet argent injecté ailleurs, on va pas faire le référendum, mais cet argent ne sera jamais injecté ailleurs. J'ai trois éléments. Oui. Premier élément, vous savez très bien que les hommes politiques sont ce qu'ils sont. Il ne faut pas prêter le flanc. Alors, imaginez qu'on adopte la Constitution par la voie parlementaire. En 2025, il y a un nouveau président. Il estime que, bon, il faut qu'on change la Constitution parce qu'elle n'a pas été adoptée sur une base fortement populaire. Quelle est la raison qu'on va lui apporter comme argument pour refuser? Deuxième élément, il peut arriver qu'il y ait des citoyens qui ne sont pas d'accord avec ce contenu-là. Qu'est-ce qui prouve actuellement que le contenu est adopté par tout le monde? C'est ça. Il n'y a aucune preuve. Qu'est-ce qui prouve que la Constitution, le projet tel qu'il est rédigé, va passer au référendum? Rien ne le dit. Le non peut l'emporter. Oui, mais si les partis politiques, la société civile... Moi, aucun parti politique actuellement ne me représente. Moi, par exemple, je ne suis pas membre d'un parti politique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui appellent, par exemple, à voter non? Je vais terminer. Oui. La Constitution actuelle, il faut bien peser les mots. La Constitution actuelle va définir le nouveau Burkina que chaque Burkinabé imagine, le Burkina idéal. Donc, à mon avis, c'est important que chaque Burkinabé ait l'impression d'avoir participé à la construction de ce nouvel idéal. Ça, c'est mon avis personnel. D'accord. Voilà. Et je ne pense pas que les députés actuellement puissent, en tout cas, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas représentatifs, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas crédibles et tout, mais à mon avis, je pense que ce serait bien que tous les Burkinabés puissent se sentir dans cette constitution. D'accord, oui, Bama, vous voulez réagir? En fait, on se comprend. Hein. On ne dit pas que c'est pas bon que tout le monde se sente concerné à travers la voie référendaire. C'est vrai, on est d'accord sur ça. Mais quand on met les choses dans la balance, qu'est-ce qui nous arrange? Parce que quand on me dit que on sait ce que représentent les députés, et on sait aussi ce que représente le vote. Moi, mon problème, c'est à ce niveau-là. Une élection en Afrique, ça représente quoi exactement? Parce que ce qu'eux redoutent, c'est qu'on ne laisse les députés aller faire ce qu'ils veulent. Mais la même chose aussi, on le voit. Blaise Compaoré, il a été élu à 80 combien % en 2010, et puis être débarqué quelques années après par le même peuple qu'il avait élu à 80 quelques %. Autant on peut douter de la sincérité des députés, autant on peut douter aussi de la sincérité de tous les votants, même en Afrique, de façon générale, les élections, c'est ce que ça représente. Si ces mêmes gens qu'on redoute aujourd'hui veulent faire passer des choses qu'ils veulent, même par la voie référendaire, ils vont le faire passer. On sait ce que représente un vote ici. Oui, c'est ça. Maintenant, ce que je dis là, quand je mets ça dans la balance avec ce qu'on peut prendre, c'est vrai qu'il dit que ce n'est pas sûr qu'on pourra utiliser ces milliards qu'on va économiser pour faire quelque chose de salutaire. Oui. C'est vrai, je suis d'accord. Mais au moins, là, on aura essayé quelque chose. Mais moi, je pense que prendre cet argent, mettre dans une élection, un vote référendaire, je ne vois vraiment pas ce que ça nous apporte comme plus-value. D'accord. En tout cas, on a écouté les différents avis sur en tout cas le sujet. Encore faut-il que pour organiser ce référendum, il faut adopter le nouveau code électoral, parce que je me rappelle qu'en mai 2017, le ministre en charge de l'administration territoriale avait dit que le code actuel, en tout cas, ne comporte aucune disposition qui permet d'organiser donc le référendum. On va donc parler maintenant de ce vote des Burkinabés de l'étranger. Est-ce que là, vous y croyez vraiment
l'opposition, lorsqu'elle est sortie, en tout cas de ces concertations, de ce dialogue avec le chef de l'État, a clairement dit qu'elle tenait en tout cas à ce que cet engagement du chef de l'État soit une réalité donc en 2020. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde tous les éléments qui sont sur la table, les Burkinabés de l'extérieur pourront vraiment voter en 2020? Oui, bon, je pense que techniquement c'est possible, mais est-ce que politiquement l'ensemble des acteurs veut cela? Ce n'est pas très évident. L'opposition, effectivement, est favorable parce qu'on sent que l'opposition a une forte base dans certains pays comme la Côte d'Ivoire et même au Ghana. Est-ce que c'est la même chose que le parti au pouvoir? J'en doute fort. Donc je pense que ce sont des questions politiques qui vont finalement, ils allaient dire, guider le choix. Et c'est là où je disais tantôt que les concertations en cours sont une bonne chose, mais il ne faudrait pas que ces consultations-là soient un piège pour que finalement on dise, bon, il y a eu des concertations, mais vu, finalement, on reporte la chose plus tard. Ça peut poser effectivement un problème. Sinon, je pense que le travail quand même qui a été fait sur le terrain, aujourd'hui, permet effectivement à ce que des Burkinabés de l'extérieur puissent voter. Mais encore une fois, il y a un souci. Alors, comment faut-il le faire? Est-ce que c'est dans l'ensemble des pays? Ce qui est techniquement très difficile, compte tenu des moyens qu'il faut mobiliser. Alors, si on décide de choisir les pays où on a plus de ressortissants, mais ça pose encore un problème d'équité. Les autres diront, mais et nous, pourquoi si de la Côte d'Ivoire, par exemple, peut voter, et nous qui sommes, par exemple, à New York ou bien à Atlanta ou en Chine, on ne peut pas voter? Autant de questions. Donc, je pense que c'est une question vraiment de volonté politique. Et pour l'heure, moi, je ne pense pas que les acteurs soient sûrs, en tout cas, ont la même vision des choses. Je n'en suis pas sûr. D'accord. Oui, Kambou. Oui, je pense que c'est une promesse électorale du président actuel. Il a dit en 2020, les Burkinabés de l'extérieur vont voter. Et je pense que, pour moi, dans le bon sens, pour moi, pour un candidat qui se présente à l'élection, ce candidat étudie tous les domaines, surtout les grandes questions qui concernent la vie de la nation. Il a mis des équipes en place qui ont étudié, qui ont travaillé, qui ont fait des résultats pour lui dire voilà techniquement ce qui est possible, à quelle date, à quelle échéance, ainsi de suite. Avant que ces derniers n'aillent maintenant devant les électeurs et devant le peuple pour dire je vous promets ci, je vous promets ça à telle échéance. Donc si nous n'avons pas fait ce travail et que nous sommes sortis dire simplement parce que nous voulons être élus, les Burkinabés de l'extérieur vont participer à l'élection de 2020, alors là, ça pose un problème. Parce que pour moi, ce n'est pas maintenant qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est possible? Non. Cette question devait avoir été répondue avant que la déclaration de la promesse ne soit faite. Parce que si moi je dis, je vais vous donner 100 000 francs, c'est parce que je suis sûr que j'ai 100 000 francs dans ma poche ou dans mon compte en banque. Donc je dis, je vais vous donner, je vais contribuer avec 100 000 francs. Mais si moi je viens vous dire, je vais vous donner 100 000 francs demain, en espérant que l'AGI réussisse ou joue au PNB pour gagner, pour que moi je puisse avoir ça pour venir vous donner, ça pose un problème. Donc, chez nous, c'est en général ce qui se fait. On fait une promesse et maintenant on retourne, on demande aux gens, est-ce que c'est possible ce que j'ai dit? Non, ça ne va pas. Pour moi, cette question ne devait pas se poser à partir du moment où le candidat président nous a dit qu'en 2020, nos frères et sœurs qui vivent à l'extérieur vont voter. Et il faut qu'on soit rigoureux là-dessus. Parce que si j'aurais aimé même dire que désormais on va instaurer des quotas de non-respect des promesses des candidats politiques. Parce que si tu ne respectes pas ce que tu nous as promis, il faut qu'il y ait aussi des sanctions ou en tout cas quelque chose qui puisse faire que demain, ceux qui parlent puissent savoir que si je ne fais pas, demain, voilà ce qui m'attend. Oui, mais c'est désolant qu'à la fin, presque à la fin de l'échéance, qu'on nous demande maintenant est-ce que ça sera possible. Non. Je pense qu'aujourd'hui, la question n'est pas d'y croire ou de ne pas y croire. Aujourd'hui, on ne doit pas être à ce niveau-là. Une promesse est une dette, on a coutume de le dire. Donc, j'estime que on doit passer aux questions techniques. Comment on va organiser les élections en 2020 pour nos compatriotes qui sont à l'extérieur? Comment techniquement, comme M. Zoumara le disait tout à l'heure, comment on va faire en sorte que chaque Burkinabé qui se trouve à l'extérieur puisse exprimer son vote en 2020. Donc les questions de est-ce qu'on pourra, est-ce qu'on ne pourra pas, je pense que cette question ne doit plus être à l'ordre du jour, à mon avis. Mais de façon concrète sur le terrain, quand on regarde
il y a la question de la pièce d'abord qui doit servir donc de base, en tout cas de carte d'électeur pour ces Burkinabés de l'étranger qui n'est pas encore réglée. On est à moins de, ou à 2 ans en tout cas de l'échéance. Est-ce que toutes ces questions peuvent être réglées donc avant 2020 pour que nos compatriotes puissent voter? Bama. Non, moi, sur cette question, je suis un peu comme Saint Thomas. Hein. C'est vrai, le président, il a mis pratiquement la main sur le cœur pour dire non, ils vont voter. Mais moi, je vais les voir dans les urnes en 2020 pour croire. Parce que moi, même au-delà de la volonté politique dont parle Dabadi, techniquement, moi, je n'y crois même pas. Parce que quand tu regardes, pour peu que tu sois un peu quand même rigoureux avec toi, tu regardes la charge de travail qu'il y a à battre sur le terrain, avec le peu de temps qui nous reste pour 2020. Je ne suis pas sûr que techniquement c'est possible. Mais je veux que l'avenir me fasse mentir en tout cas. Parce que quand vous prenez les Burkinabés de l'extérieur, il n'y a même pas encore un fichier qui existe les concernant. Quand est-ce qu'on va les recenser d'abord? Et maintenant les documents de votation, les cartes, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire, où il y a des cartes consulaires qui ne sont même pas biométriques, comme on dit. Des cartes pour lesquelles on a pris beaucoup d'argent à nos frères là-bas. Koutaba en son temps, avec le ministre Djibril Bassolé, ils ont fait payer beaucoup d'argent à nos frères là-bas. Leur faire croire que c'est des cartes biométriques qu'on leur faisait faire, mais ça n'en était rien. Ces cartes sont remises en cause aujourd'hui. C'est quand est-ce qu'on va reprendre ces documents-là pour qu'ils puissent avoir des documents de vote. Moi, quand je regarde tout ça, je dis... On parle de plus en plus de la carte biométrique de la CEDEAO qui va servir de... Quand on est déjà en 2019, ne l'oubliez pas. On est déjà en 2019 et tout ça, ça va se faire quand? Surtout quand tu regardes même le coût, quand certains experts en parlent, ça dit que faire voter les Burkinabés de l'extérieur, ça coûte même plus cher même qu'en interne. Hein? Oui, tout à fait. Oui. Donc, c'est-à-dire, on le sort où en si peu de temps? Moi, quand je regarde toutes ces questions, je dis, bon, le président, bon, je veux bien qu'il soit vraiment véridique, oui, mais j'attends de voir. Moi, j'ai dit, tout ce qu'il a expliqué, par exemple, effectivement, le président aurait dû avoir Ladji Bama dans son équipe pour réfléchir à ça avant. Mais c'est sérieux, parce que quand on promet quelque chose comme ça, sans avoir réfléchi à tous les contours, c'est ça qui fait que c'est de la démagogie. On parle, et ça fait que, bon, les gens qui veulent se dire... Saint-là ne veulent pas parler de politique, ne veulent pas être politiciens. On ne peut pas parler de démagogie parce qu'on n'est pas d'abord en 2020. Parce que j'ai dit, quand on veut faire une promesse, on doit étudier tout ce qu'on veut. Le Premier ministre, par exemple, a promis qu'en 2019, nous n'aurons plus de délestage. Nous sommes à avril, presque mai 2018. Bon, est-ce que techniquement, cette promesse, par exemple, cette déclaration est possible? Est-ce qu'il a consulté les responsables de la SONABEL pour comprendre les choses, ainsi de suite, avant? Et quand il a déclaré, même le ministre de l'Énergie souriait. Donc, vous voyez que ça fait en sorte que ça ne fait pas sérieux. C'est pourquoi moi, je dis, cette question devait être étudiée avant même que la promesse ne soit faite. Donc, si la question n'avait pas été étudiée, c'est de dire, nous allons travailler en sorte que d'ici 2020 ou 2025, que les Burkinabés aient la possibilité de voter. Vous voyez, mais on est en 2015, tu es en campagne, tu nous dis en 2020, en oubliant que bon, tu es nouveau dans le système. Donc tu vas prendre 2 ans pour t'installer, pour faire telle ou telle chose, tu ne maîtrises pas les choses. Donc, non, je veux peut-être préciser quelque chose, hein, parce que ce que je disais, ce n'est pas pour justifier le fait que s'il n'y a pas un peu le vote des Burkinabés de l'extérieur en 2020, on va dédouaner les gouvernants, dire non, ils ne pouvaient pas le faire. Non. Ça dit que, je suis tout à fait d'accord avec Gabriel, le président, il a fait sa promesse, c'est comme on le dit souvent, qui croit aux promesses des hommes politiques, c'est son affaire, parce que c'est ça. Il a fait ça juste pour se faire voter, mais il n'avait pas la volonté de le faire. Sinon, depuis que son mandat a commencé, on aurait pu avoir les dispositions se prendre dans ce sens-là. On n'attend pas en 2019 pour commencer à dire non, on ne sait pas comment faire et tout ça. Donc c'est pour dire que je suis d'accord avec Gabriel, mais seulement dans les faits sur le terrain,
le président ne peut pas manifestement tenir cette promesse-là, ce n'est pas possible. Non, parce qu'il ne voulait pas la tenir justement. Je pense qu'il faut retenir une chose. Oui, si aujourd'hui le parti au pouvoir est convaincu qu'il va remporter l'élection à l'extérieur, je vous dis, les Burkinabés de l'extérieur voteront. Les questions que nous sommes en train de nous poser sont des questions qui peuvent être résolues avant l'élection. C'est une question de volonté politique. Sinon, la question du vote des Burkinabés de l'extérieur ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis Blaise Compaoré. Vous vous rappelez qu'il y a eu des tournées de la CENI sous Tamsoba. Voilà, il y a eu encore, tous les autres présidents de CENI ont fait la même chose. Donc on ne peut pas quand même dire que sur le terrain, le travail n'a pas été fait. Et jusqu'à preuve du contraire, la CENI ne nous a pas dit que techniquement c'est impossible de tenir l'élection à l'étranger. Au contraire, la CENI, effectivement, lors de sa dernière sortie, a fait comprendre quand même qu'un gros travail a été fait. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que les questions que nous sommes en train de nous poser, c'est une question politique. Maintenant, quand on dit que c'est des promesses, bon, écoutez, on le dit tout. Oui, il y a des gens qui disent aussi que si les Burkinabés... Des promesses des politiciens qui y croient. Je pense que Rochmark l'a dit, mais il travaille. S'il est convaincu à un moment donné qu'il va remporter l'élection, les Burkinabés voteront. Si ce n'est pas le cas... Oui, mais justement, beaucoup de personnes disent que si les Burkinabés de l'extérieur votent en 2020, il se peut que le président du Faso, en tout cas, soit élu en tout cas par les Burkinabés de l'extérieur, parce qu'on sait qu'à l'interne, il n'y a pas plus de 2 millions d'électeurs qui votent concrètement, alors que rien qu'en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest de façon générale, on aura dépassé largement donc, ce seuil de 2 millions. Oui, mais ça ne doit pas être une raison de ne pas faire voter les Burkinabés de l'extérieur en 2020. Si c'est cette raison que peut-être le pouvoir se base pour ne pas organiser, pour dire que bon, techniquement on n'est pas prêt, donc c'est l'autre de l'opposition de sortir, de dénoncer cela. Donc si on veut faire voter les Burkinabés de l'extérieur, ce n'est pas pour faire élire un tel ou tel autre, c'est pour qu'ils participent à la gestion du pays. Donc cette raison, à mon avis, ne tient pas la route et il faut la combattre. Malheureusement, c'est des politiques qui sont devant et qui ne raisonnent pas. Voilà, mais il ne faut pas que ça continue, il faut bien qu'on assainisse un peu cette façon de faire la politique. Justement, en politique, on ne raisonne pas comme ça, justement. Parce que même sous Blaise Compaoré, si vous avez remarqué, c'est vers la fin, voilà, où il a senti que ça pouvait lui être favorable. Il a commencé à parler de ça. Sinon, depuis longtemps, on n'a jamais... on a toujours balayé ça du reste de la main. Comme avant, il faut bien les gens, c'est pas qu'on dit, c'est tous ces calculs politiques-là qui guident leurs actions. C'est comme ça. Et moi, je suis convaincu que 2020, là... Attendons, on va voir. Ça va être... Ok, d'accord. Alors, on va évoluer dans le débat. On va parler d'un tout autre sujet, notamment donc cette conférence de presse organisée donc par la coalition des syndicats de la fonction publique sur un autre engagement donc du président du Faso, donc celui donc de réformer en tout cas le système de rémunération des agents de la fonction publique. Donc le processus est en cours. On sait qu'il y a eu déjà une rencontre au cours de laquelle donc les documents de base ont été donnés aux différentes parties donc, qui prennent part donc, à cette concertation. Alors, en début de semaine, je pense que c'était mardi, cette coalition donc, des syndicats de la fonction publique a organisé une conférence de presse, en tout cas pour dire son opposition donc, à la démarche adoptée par le gouvernement donc, pour aller donc, à cette réforme du système de rémunération. Donc, pour ces syndicats, la démarche n'est pas la bonne. Alors, qu'est-ce que vous pensez donc de la position de ces syndicats? Zouré. Alors, ce que j'ai compris, c'est que pour les syndicats, ce n'est pas normal que quand un employeur et un employé discutent des conditions de paiement ou de salaire de l'employé, on appelle un vendeur ambulant qui passe dans la rue de venir assister aussi à ces discussions-là. C'est ce que j'ai compris à travers la sortie du syndicat. Il voit aussi le fait que, bon, si les forces vives participent à cette discussion-là, il y a de fortes chances qu'ils disent que bon, les fonctionnaires sont trop bien payés, il faut diminuer leur salaire, donc forcément ça va jouer sur en tout cas sur leurs conditions de rémunération. Alors, il faut dire que le syndicat a proposé des alternatives. Donc, il n'a pas tout jeté en bloc. Il a estimé que bon, si forcément le gouvernement veut que les forces vives participent, il faut élargir la discussion sur la répartition de la richesse nationale, pour qu'on discute de comment on répartit un peu l'argent qui est généré au sein du pays.
Et ça pose un dilemme au gouvernement dans la mesure où si par exemple le gouvernement refuse que les forces lui participent, cela suppose que le gouvernement refuse aussi de discuter des questions de recherche nationale, ce qui suppose qu'il y a peut-être des choses qu'on ne voudrait pas qu'on sache. Donc moi je n'ai pas encore de commentaires fixés là-dessus, j'attends de voir l'évolution de la situation pour savoir comment le gouvernement réagit. En tout cas pour le syndicat, la conférence nationale qui va être organisée pour voilà, débattre de ces questions, il n'est pas question en tout cas d'aller là, ils ont même qualifié la conférence nationale de foire. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette position, Bama? Non, je prends le débat là où je le laisse parce que là, tout le problème c'est à ce niveau-là justement. C'est-à-dire que dans ce pays, les gens ont là, quand une situation se pose, au lieu de poser les vraies questions, poser le vrai débat, on s'en va parler d'autres choses pour divertir les gens. Aujourd'hui, ce débat dans lequel on est en train de nous entraîner malgré nous-mêmes sur la rémunération des travailleurs, moi je pense qu'il y a plus important que ça à poser comme débat. Comme le Sénégal a dit, aujourd'hui là, la gestion même de la richesse nationale, c'est ça il faut d'abord trouver une solution à cette question d'abord avant même de parler de comment les travailleurs sont payés. Parce que c'est ça le gros problème. On a un pays où les questions de train de vie de l'État sont posées depuis longtemps. On ne cherche jamais à résoudre ça. On a un pays où plusieurs rapports sont entassés qui disent qu'on a des milliards, des centaines de milliards d'impôts qui dorment chez des gens qui doivent à l'État qui ne payent jamais. On ne s'en soucie pas. Il y a pas mal de questions qui sont plus urgentes, à mon sens, qui sont posées. Le gouvernement, non, quand on en parle, non, on ne voit pas ça. On s'en va nous embarquer sur une affaire de salaire de travailleurs. Moi, je trouve que, franchement, ce n'est pas le plus important pour nous actuellement. Régler les problèmes de ces milliards que des gens doivent à l'État, que l'État ne réclame pas. Et régler ces questions de train de vie même de l'État, où vraiment, ça ne peut rien comprendre. Est-ce que ces gouvernants-là, ils veulent vraiment faire avancer ce pays pour qu'on accepte ce genre de situation? Voilà. D'accord. Alors oui. Moi, j'ai eu le temps de le dire ici que je ne suis pas d'accord avec la forme et que pour moi, ça n'allait pas faire long feu. Parce que la façon de procéder dans ce problème-là ne nous amène pas loin. Et voilà effectivement que la machine a commencé à gripper. Ce n'est pas possible de discuter des questions de salaire avec tout le monde. Ce n'est pas possible de le faire. Parce que, bon, on n'a pas les mêmes intérêts. Moi, paysan, je viens m'asseoir pour discuter du salaire d'un fonctionnaire. Je ne sais même pas d'abord ce qu'il fait. Bon, je ne connais pas les contours, les aspects de son travail, ainsi de suite. Donc, comment je vais juger? Pour moi, par exemple, si on me dit qu'il touche 100 000 francs à la fin du mois, pour moi, 100 000 francs dans mon champ, là, c'est beaucoup. Donc, j'estime que c'est trop pour lui. Lui, quand même, qui n'a qu'un enfant, moi, j'en ai 5. Bon, lui, il touche 100 000 francs pendant que moi-même, je ne peux pas. Donc, vous voyez qu'on n'a pas les mêmes mesures dans ce problème-là. Donc, c'est difficile de pouvoir mettre tout le monde pour discuter de ce genre de questions. Comme Baman l'a dit, on a d'abord réglons nos questions de richesse-là. L'argent qui dort chez les gens. On a parlé des questions des parcelles ici. Les bâtiments qui sont en location en ville, les immeubles là, qui détient les immeubles? Pourquoi en réalité les gens ne veulent pas attaquer ce genre de problème? C'est parce que les gouvernants eux-mêmes détiennent des immeubles et des parcelles dans cette ville de Ouagadougou et dans les autres provinces. Donc c'est difficile qu'eux-mêmes ils aillent toucher ce côté. Donc moi je pense que la vérité c'est ça. Sinon ils allaient régler ce problème. Si eux-mêmes ils n'avaient pas des immeubles, si eux-mêmes ils n'avaient pas des intérêts, en cachant et ces richesses-là, ils allaient régler ce problème. Mais c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont beaucoup à remettre à l'État, ils ont beaucoup à devoir à l'État, qu'ils ne veulent pas régler ce problème. Donc la question n'est pas forcément le niveau de nos dépenses, mais c'est le niveau de nos recettes qui doit nous intéresser encore davantage. Parce que si nous mobilisons moins, il va de ça que nous allons dépenser plus. Et ce plus-là, c'est le découvert que vous ouvrez à la banque. D'accord. Alors, on a compris votre position. Voilà. C'est que vous êtes d'accord avec le syndicat qui trouve que voilà, on ne peut pas remettre, on peut pas prendre toutes les forces vives, en tout cas de la nation, donc pour débattre des questions. C'est peut-être le syndicat qui est d'accord avec moi. D'accord, c'est la même chose. En tout cas. Bon, voici Zoufara, en tout cas, partage son point de vue. À du niveau.
Le premier niveau, effectivement, là, je peux dire que je comprends un peu le syndicat, même si je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Alors, dans un chemin classique et normal, effectivement, il est difficile d'associer des forces vives à des négociations de ces genres, parce qu'il s'agit des questions qu'on pourrait qualifier d'internes, c'est-à-dire entre employeur et l'employé. Mais le problème, c'est que dans ce cas d'espèce-là, on ne se trouve pas dans ce contexte-là. Voyez-vous. Donc, ici, je pense que ce sont les syndicats eux-mêmes qui ont, j'allais dire, légitimé la participation des forces vives à ce débat. Pourquoi? Je m'explique. La revendication maximaliste de certains syndicats, il faut bien le dire, avait obligé le gouvernement à faire appel à des forces vives pour trouver des solutions à leurs revendications. Alors, lorsqu'un syndicat accepte, s'assoit autour de la même table, que les forces vives de la crise du système scolaire pour trouver une solution. Exactement. Donc, on a accepté effectivement les forces vives parce que le concours était nécessaire. Aujourd'hui, maintenant, comme il s'agit de revoir, parce qu'il y a des gens qui ont qui perçoivent des choses indues qui ne devraient pas percevoir, on trouve que non, ils sont indésirables. Moi, ça me pose un problème de logique. Et en dehors de cela, au-delà de tous ces aspects que j'ai évoqués, et l'autre aspect est que les syndicats doivent comprendre est que la richesse nationale dont ils parlent n'appartient pas aux travailleurs, mais à l'ensemble du peuple burkinabé. Donc, quand on qualifie ces responsables qui vont participer au débat de commerçants et autres, attention, ce sont des contribuables. C'est leur argent qu'on utilise pour payer les fonctionnaires. Les fonctionnaires ne sont que des ressources que l'État emploie pour mobiliser la richesse et la distribuer à l'ensemble du peuple burkinabé. Donc, si on comprend la chose dans ce sens, je pense que ça ne devrait pas poser un problème majeur. Je pense qu'on est dans un débat de transparence, en fait. Rappelez-vous que dans un passé récent, il y a beaucoup d'accords qui ont été signés dans le noir. Et c'est après qu'on a découvert des choses. Et certains ou certaines organisations, si vous le voulez, des OSC surtout, ont donné clairement la voix, leur position par rapport à cela. Donc je pense que c'est parce que la position de certains OSC est déjà tranchée sur la question que, effectivement, les syndicats ne veulent pas qu'ils participent parce qu'ils savent très bien qu'il y a des avantages qu'ils n'auront pas. Donc il faut qu'on se dise aussi la vérité. Sur ce point, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Dabadi parce que là, faut pas se laisser berner par cette approche du gouvernement-là. Parce que, quand même, le gouvernement doit pouvoir s'assumer. Comment aller appeler des commerçants pour venir participer à ce débat? Ce n'est pas possible. Non, soyons un peu quand même rigoureux avec nous-mêmes. Comme Gabriel a dit, ça dit que le gouvernement, finalement, leur rôle, c'est quoi dans tout ça là? Vous êtes des gouvernants, on vous a mis là. Maintenant, vous avez des employés qui doivent servir l'État. Même pour parler de leur salaire, vous ne pouvez pas vous assumer, dire combien on doit pouvoir donner à tel employé. Il faut aller appeler les paysans au village pour venir s'asseoir autour de la table pour venir dire. Non, mais c'est sérieux. Il faut s'assumer. C'est-à-dire que le gouvernement, chaque fois, c'est des faux fillons comme ça qui touchent chaque fois, quand ils ont le dos au mur, pour amuser la galerie. Sinon, ça, moi, je ne peux pas comprendre ça. Comment un paysan qui est au village vient s'asseoir à Ouaga ici pour discuter de moi mon salaire en tant que fonctionnaire? Il a quelle base pour apprécier le travail que moi je fais? C'est pas possible que le gouvernement s'assume. D'accord, oui. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense qu'on l'a dit et je le répète, c'est la question de nos recettes. Revoyons d'abord combien nous gagnons. Travaillons de sorte à multiplier, à agrandir l'assiette de recettes là. Et nous n'allons pas avoir... prenez la sous-région ici, vous allez voir qu'on n'est pas premier par rapport au salaire. Des présidents même avaient dit que c'est des perdièmes qu'on sert au Burkinabé. Mais les gens ont accepté cela, ils ont travaillé jusqu'à aujourd'hui. Donc, même ces accords pour augmenter le salaire ou bien pour donner fonds communs aux gens, qui a signé? Est-ce que c'est moi, paysan, qui ai signé ça? C'est les gouvernants. C'est eux qui ont signé tous ces avantages qu'ils trouvent que c'est exorbitant aujourd'hui qu'ils ont accordé aux fonctionnaires. Qui l'a fait? C'est eux qui l'ont fait. Au moment où vous ne m'avez pas associé dans la prise de décision, pourquoi maintenant vous me dites, au moment où vous augmentez, vous ne m'avez pas associé, maintenant que vous voulez baisser, vous dites de venir baisser. Pour qu'on dise que c'est moi qui ai dit de baisser. Non. Il faut être... Ce n'est pas une question de transparence, contrairement à ce qu'ils pensent. C'est pas le fait de faire participer tout le monde à la question de négociation, ce n'est pas de transparence. La transparence, en réalité, c'est ce qu'on a dit. Qui paye les choses,
l'occupation des immeubles à Ouagadougou. Qui détient combien de parcelles? On a voté la loi, par exemple, je prends le cas du code minier. On a voté le code minier en 2015. On a dit 1% pour le fonds local de développement. 2015, nous sommes en 2018. Et le ministre des Mines, lors de l'émission de débat ici, fait savoir que non, ils sont en train de négocier avec donc, les miniers pour voir comment ils vont appliquer. Vous voyez que ce jour-là, quand je l'ai vu, j'ai compris que ce n'est pas des gens qui s'assument, qui peuvent se dire, bon, la loi est votée, il faut le faire. Depuis, les miniers ont bloqué l'application de la loi. On ne va pas dire que c'est parce qu'on n'a pas l'argent. Cet argent de 1% là, si on versait aujourd'hui, depuis 2016, prenons même 2016, jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien? Oui, je suis d'accord avec une chose. Il faut voir le problème ailleurs. Je suis d'accord avec une chose, le gouvernement doit s'assumer. Mais que le syndicat aussi s'assume. Pour moi, c'est une question de logique. Si moi, je ne vais pas de jurer dans ma cour, ce n'est pas parce qu'il y a des circonstances données que je vais dire, bon, ok, je l'accepte. Parce que ça m'arrange, parce que ça m'arrange. Non, laissez-moi terminer mon raisonnement. La question, non, attendez que je termine. Non, écoutez, c'est une question de logique. J'ai dit, c'est une question de logique. Il y a un problème, ils doivent venir voir comment... Oui, mais justement, ça ne devrait pas se faire dès le départ. Dans la mesure où vous acceptez, on dit si vous acceptez, vous faites coiffer la nuit, acceptez qu'on vous coupe les oreilles, c'est clair. Pourquoi les syndicats ont accepté au départ qu'on appelle les joueurs? C'est pour trouver des solutions à leurs problèmes. Parce que ce n'était pas nécessaire. Et donc aujourd'hui, ils avaient dit qu'en fait, ils ne sont pas associés. Bien sûr, mais c'est ce qu'ils ont voulu solliciter la participation. Oui, mais justement, mais ils auraient pu carrément refuser. Ils auraient pu. Mais bien sûr, mais cette fois-ci encore, c'est une initiative du gouvernement. Mais les syndicats pouvaient, je suis d'accord avec ça, mais j'ai dit les syndicats pouvaient refuser. Pourquoi ils ont accepté? Parce que ça les arrangeait. Parce qu'aujourd'hui, ça ne les arrange pas qu'ils refusent. C'est une question de logique, moi, qui me pose problème. En quoi ça les arrange? Par rapport... En quoi ça les arrange? Mais parce que c'est des revendications, c'est un plus. Et la preuve, on le sait. Non, mais les syndicats ont posé leur problème. On te dit de résoudre leurs problèmes. Tu ne les résous pas, tu as appelé le bureau à venir aider. Si tu avais résolu leurs problèmes, il n'a pas besoin du bureau là-bas. Mais justement, non, je suis d'accord que le gouvernement, c'est ce que j'ai dit depuis, le gouvernement doit résoudre des problèmes face aux syndicats. Maintenant, si le syndicat accepte que le gouvernement fasse l'amalgame, c'est-à-dire en appelant des gens qui ne devraient pas y assister, mais ça pose un problème, moi, une question de logique. Quand on parle des richesses nationales, laissez-moi développer quand même, laissez-moi développer, s'il vous plaît. On a parlé tout à l'heure des questions de la richesse nationale. Il y a des fonds qu'il faut mobiliser. Mais depuis quand les syndicats sont sortis dire de mobiliser ce fonds-là? Non, chacun son rôle. Hein. C'est ça le problème. Oui, mais justement, parce que c'est qu'on oublie, c'est comme je l'ai dit, tant que les gens ne mettront pas dans la tête que les fonctionnaires, et même ceux qui nous gouvernent, ne sont que des serviteurs, ça pose problème. Parce que les gens se posent en propriétaire des choses. Quand c'est comme ça pose un problème. Si c'est une société privée, les richesses appartiennent aux propriétaires de la société. Donc c'est clair, c'est employé, c'est employé. Mais on est dans une question d'État où les richesses nationales n'appartiennent pas à l'un ni à l'autre, mais à l'ensemble du peuple. Donc faisons attention. Parce que quand on parle des commerçants et des commerçants, qui paye les impôts? C'est l'argent des impôts qu'on prend pour payer les fonctionnaires, c'est des contribuables. Ils ont un œil de regard. Les joueurs-ci ont un œil de regard sur la gestion des fonds qu'on donne. Donc la rémunération, si on arrive à un moment où c'est bloqué, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu à un moment donné des revendications maximalistes au point d'inclure effectivement les acteurs politiques et les OSC, on n'en serait pas là. C'est ça que je vais faire comprendre. Donc il nous faut organiser un référendum alors. On n'a pas besoin de référendum. Je pense qu'autant le pouvoir doit s'assumer dans la gestion, autant les syndicats doivent être cohérents jusqu'au bout. Jusqu'au bout. D'accord, on a compris donc oui, votre position, mais on va évoluer, on est très pris par le temps. Il nous reste moins de... En tout cas, 7 minutes pour parler de deux sujets, ce qui va être très difficile. On va parler donc du troisième sujet, à savoir donc la fermeture donc des écoles dans le Sahel burkinabé et dans le Nord. Alors, c'est une actualité aussi que vous avez suivie. Il y a eu un conseil de cabinet à la primature donc au cours de la semaine pour débattre, en tout cas, ou discuter ou trouver des solutions à cette situation. Les chiffres, vous le savez déjà, 216 établissements scolaires sont fermés dans ces deux régions. Alors, plus de 20 000 élèves et 895 000 enseignants
sont touchés. Alors, vous le savez, la raison, c'est la menace terroriste. Des enseignants donc, ont quitté leur poste, maintenant obligeant donc, les écoles à fermer les portes. Alors, on peut dire que ce sont des chiffres, en tout cas, qui témoignent de la gravité de la situation donc, dans ces deux régions. Alors, le gouvernement a annoncé des mécanismes, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord l'intérêt des élèves. Le gouvernement a annoncé qu'il y a des mécanismes qui ont été pris, qui ont été mis en œuvre pour permettre à ces élèves-là, surtout ceux qui sont en classe d'examen, de rattraper ce retard et de composer dans moins de 2 mois pour les examens scolaires. Alors, le mécanisme n'a pas été dévoilé, parce que, bon, on dit que c'est pour des raisons de sécurité. Alors, moi, je prie beaucoup pour voir comment, puisqu'ils ont dit que les élèves vont composer dans les mêmes conditions que ceux qui ont suivi les cours jusque-là. Alors, je veux voir, je suis d'ici de Saint-Thomas comme Korola Djibama ici, pour voir comment ces élèves pourront composer normalement, comme s'ils n'avaient pas été perturbés et traumatisés par ces menaces-là. Parce qu'il faut souligner qu'il y a un élève qui a été tué quand même dans cette région-là. Et vous n'imaginez pas ce que ça peut avoir comme impact sur un élève. Bon, je passe le contrôle des enseignants. Maintenant, je me dis souvent qu'il ne faut pas regarder là où on est tombé, il faut voir aussi là où on a trébuché. Donc, il faut qu'on ait une vision à long terme. Pour 2018, c'est calé, c'est mort. Maintenant, en 2019, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on prévoit de faire pour que cette situation ne se répète pas? Qu'est-ce qui est prévu comme mécanisme? Qu'est-ce qui est prévu pour sécuriser ces enseignants, ces écoles et ces élèves, pour qu'il n'y ait pas peut-être 30 000 ou 40 000 élèves qui seront à la rue l'année prochaine? Donc, voici un peu le commentaire que je peux faire sur ce sujet-là. Moi, je pense que c'est le quatrième conseil qu'on fait. Cabinet. C'est le premier. Oui, je crois, sur le sujet. Voilà. Oui. Mais les écoles, là, les 216 écoles ne se sont pas fermées en un jour. Les 216 écoles ne se sont pas fermées en un jour. On a laissé faire. On a regardé le problème grossir et maintenant on veut l'embrasser. Bon, donc ça va être difficile. À 2 mois des examens, c'est maintenant qu'on fait un conseil pour essayer de voir quel mécanisme on va mettre en place pour sauver l'année. Non, ce n'est pas sérieux. Moi, je dis, depuis le début de l'année scolaire, les problèmes ont commencé au Sahel et au Nord. C'est pas le premier enseignant on a déjà tué un enseignant là-bas. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Les enseignants ont réclamé à l'époque plus de sécurité. Moi, j'ai des cousins qui enseignent au Nord. Ils étaient obligés de rentrer avant sur conseil de répartir encore. Donc, moi, je dis, le problème n'a pas commencé aujourd'hui. Mais on a laissé le problème grossir pour vouloir maintenant chercher des problèmes. Et c'est ça qui fait que nous n'arriverons jamais à bout de nos défis essentiels, existentiels. Un État se réfléchit en termes de dizaines d'années. Ce n'est pas en termes de mois. Moi, je trouve que depuis que le problème a commencé au Sahel, l'école devait être l'un des premiers sujets qui devait mobiliser le gouvernement de sorte à dire qu'est-ce qu'on fait. Et c'est maintenant dans ces genres de situations qu'il faut réunir les forces vives de la nation pour réfléchir. Ce n'est pas pour discuter des salaires. On laisse les élèves aujourd'hui, comment vous allez faire en sorte que les élèves repartent dans ces classes-là qu'ils ont abandonnées? Ces écoles qui ont été brûlées, qu'est-ce que vous allez faire en sorte? Est-ce qu'on va dire, bon, on réunit les gens à Dori et on met toute l'armée pour les garder pendant les jours de classe? Qu'est-ce qu'on fait? Pratiquement, comme il l'a dit, il y a des gens qui ne vont pas pouvoir le faire. Donc, je trouve que, sincèrement, nous prenons tard nos problèmes. Nous faisons comme si nous ne savons pas que nous jouons à l'autruche. On laisse les choses se faire maintenant. Est-ce que vous avez foi en tout cas à ce qui a été annoncé? Il n'y a pas de foi. C'est pas lui, il prie. On souhaite que sa prière puisse aboutir, mais la réalité est là. Le ministre a dit qu'il y aura des solutions. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver des solutions donc, à cette situation? Bama. Je suis vraiment désolé, mais je ne crois plus en rien dans cette déclaration du gouvernement là, parce que franchement, je ne sais pas par quel miracle, même quand ils disent que non, c'est par mesure de sécurité qu'ils viennent de dévoiler ces fameuses stratégies dont ils parlent. Moi, je crois même qu'il y a des stratégies là-bas qui n'ont rien à dire. Sinon, comment, pour des questions de sécurité, on ne dit pas. Ces élèves-là, c'est quoi? On va les prendre dans une bulle cachée quelque part à l'insu des terroristes pour les faire composer bien comment ça va se passer concrètement sur le terrain. Vous nous dire aujourd'hui que non, ce n'est pas mesure de sécurité, on ne peut pas dire. Il n'y a rien à dire, ils n'ont rien à proposer. Oui, ça, c'est clair. Maintenant, non, moi, je crois comme Gabriel a dit,
saboter la chose, si on peut dire, entre griffes. Mais quand ils vont commencer à mettre en œuvre, ça se passera comment? Ces élèves-là, on ne va pas les prendre à enfermer dans une bulle quelque part pour qu'ils fassent ces examens. Ça va se passer au vu aussi de tout le monde, sur le même terrain, dans la même école qu'on connaît. À moins qu'ils aient inventé, bon, en tout cas, une planète quelque part où ils vont le faire à l'insu des gens. Mais je ne vois pas. Non, c'est pour dire que, franchement, l'heure est tellement grave. Et quand je regarde la façon dont nos gouvernants continuent de traiter cette situation, comme si on n'était pas encore en situation de crise, souvent, moi, ça me désole. Ça me désole parce que, au-delà des écoles, figurez-vous qu'il y a même des commissariats qui sont fermés dans cette... En tout cas, on est en train de perdre, le Burkina est en train de perdre son or, il faut le reconnaître. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des particules du pays qui sont plus sur le contrôle de nos gouvernants, il faut le reconnaître. Parce que quand tu écoutes certains ressortissants du Nord, il y a des localités où des commissariats enfermés carrément, on n'en parle pas. C'est une réalité dans ce pays. Même les policiers sont débordés par les saillies des terroristes au point où ils ne pouvaient plus faire face. Ils sont obligés de replier, laisser le commissariat là-bas. Ça existe dans ce pays-là. On n'en parle pas du tout. Aujourd'hui, on prend cette histoire d'école-là, on monte dans les pains comme si c'était un truc qui avait commencé hier ou avant-hier. Le problème a commencé depuis longtemps. On a toujours tiré la sonnette d'alarme. Rien n'a été fait. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on en soit là. Maintenant, bon, c'est vraiment désolant. D'accord. Alors, on a moins d'1 minute pour conclure. C'est dommage, malheureusement. Oui, très rapidement. Donc, non, il faut dire effectivement que la fermeture des écoles dans cette localité est vraiment une situation très inquiétante. Alors, le gouvernement dit avoir pris la mesure du péril. On espère que c'est le cas. Parce qu'il faut effectivement nécessairement permettre aux élèves de boucler l'année dans une certaine sérénité et de permettre surtout à ceux qui sont en classe d'examen d'y prendre part dans les mêmes conditions que les autres. Alors, quand on dit les mêmes conditions, il faut souvent comprendre. Si ça ne s'agit pas, c'est pas parce que, voilà, c'est pas sous les bombes. Peut-être c'est quand même qu'ils puissent composer et avoir les diplômes, bon, comme les autres. C'est ça le plus essentiel, je pense. Maintenant, je pense aussi qu'il faut comprendre une chose. Quelles que soient les mesures que l'État mettra en place, s'il n'y a pas la pleine et entière adhésion des populations, ça ne va jamais marcher. Donc, autant l'État a beaucoup à faire, autant les populations ont une grande part à apporter. D'autant plus qu'il s'agit de l'avenir de leurs enfants. Je pense que si on veut gagner la guerre contre les ingénieurs du mal qui écument cette partie du Burkina, il faut que les actions soient menées dans une synergie d'actions. Sinon, ça va être extrêmement difficile. Bon, quand on dit que le gouvernement n'a rien fait, moi je n'irai pas jusque-là, parce que je sais quand même que par moment, il y a eu des tentatives de résolution de problèmes. Malheureusement, non, écoutez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Et ça n'a peut-être pas, oh là là, ça n'a peut-être pas abouti, si bien qu'on revient à la charge avec d'autres mesures. Et il faut souhaiter que les nouvelles mesures soient effectivement à même de venir à bout du vrai problème. Parce que pour le moment, effectivement, rien n'a été dévoilé. Donc on ne sait pas quels sont les mécanismes que l'État prévoit mettre en place pour assurer la sécurité des populations dans cette partie du pays. Ces mesures, en tout cas, qui sont prévues par le gouvernement, permettront donc à ces écoles de rouvrir et à ces élèves donc de reprendre les cours et de passer les examens nécessaires donc pour cette année scolaire. On est obligé donc de mettre un terme donc à cette émission. On n'a pas pu aborder le sujet de la page internationale, à savoir à Cuba qui a changé de président. On va s'arrêter là donc pour cette émission. Peut-être que nous aurons l'occasion de revenir sur Cuba dans nos prochaines émissions. Et je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Abdou Zouré de Burkina 24, Ladji et Bama du journal Le Reporter, Dabadi Zumbara du journal Le Pays et Gabriel Kounjoro Kambou de Afrique Femme TV. Merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation et merci à vous également de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.